Il faut voir les choses en face. Les électeurs, les Français qui n'ont pas voté, ont exprimé une défiance à l'égard de l'action publique. Il s'agit bien d'une défaite locale et nationale pour la gauche et pour le gouvernement. Maintenir le cap malgré les réformes délicates à venir, ce sera le défi numéro 1 de Manuel Valls. Sur le front budgétaire, difficile exercice d'équilibriste. La mauvaise nouvelle est tombée ce matin. La France a enregistré un déficit public de 4,3% du PIB en 2013, contre 4,1% d'objectif initial. Enfin, l'emploi reste une épine dans le pied de l'exécutif. Avec 31 500 chômeurs de plus en février, le chômage atteint un nouveau record. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, une revue de presse tout à fait particulière puisque nous sommes le lundi 31 mars, après le deuxième tour des élections municipales. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir pour cette revue de presse Pierre-Yves Rougeron, l'auteur de l'enquête sur la loi du 3 janvier. Alors, pourquoi exceptionnel? Eh bien, tout simplement parce que vous avez vu, comme moi, tous nos politiques défiler dans le poste de télévision, nous expliquer que tout ceci est l'échec d'une politique de gauche ou de droite, ou peu importe, etc., alors qu'ils se refusent totalement à reconnaître que c'est la dette absolument abyssale de la France qui nous conduit dans ces résultats et qui, comme dans les années 30, en fait, produit une montée de l'extrême droite. Alors, Pierre-Yves Rougeron, vous avez écrit ce livre, vous nous avez prévenu, hein, les analyses, votre analyse est extrêmement claire là-dessus. Que pensez-vous donc des résultats du tremblement de terre, hein, puisque ça a été qualifié comme tel, de hier? Alors, il y a plusieurs points. Premièrement, ce qu'on appelle tremblement de terre, et ça c'est avant tout l'aveu pour une classe politique en état d'échec de... c'est quoi le tremblement de terre? Qu'un parti qui est le Front National ait pris des mairies, une abstention record. Avant tout, le tremblement de terre, c'est que... 155 villes de la gauche perdues avec plus de 9000 habitants. Oui, mais là, avant tout, c'est l'échec d'une élite PS et UMP, vu que l'UMP ne plastronne pas. Hein, c'est drôle, elle pourrait. Mais je pense que l'UMP est un peu trop consciente de ses faiblesses pour plastronner un peu trop fièrement et un peu trop publiquement. Si vous voulez, on est face avant tout par deux phénomènes, qui est la montée du Front National. Et là, je tiens à le dire, ça me sera certainement reproché. Pour moi, il n'y a pas eu de montée de l'extrême droite, car le Front National, à mes yeux, n'est pas un parti d'extrême droite par rapport, que ce soit à des partis hongrois, par exemple, par rapport à des partis d'Europe de l'Est, particulièrement aux partis d'autodéfense type Aube dorée, voire même à certaines inclinaisons de pays scandinaves ou du Nord, comme M. Wilders, ou les variantes, alors là, Sloboda, alors là, par contre, là, on est dans le néo-nazi bien raide. Et là, mais Bernard-Henri Lévy nous a dit que ce n'était pas le cas. Oui, c'est vrai. Oui. Faut pas l'oublier. Et maintenant, il est devenu docteur nazisme aussi. Bernard-Henri Lévy est devenu fasciste, en fait, techniquement, puisqu'il soutient les gens de Sloboda, dont le symbole, d'ailleurs, est le vrai sigle nazi choisi par Hitler. C'est extraordinaire. Et qui était, je crois, l'écusson des Waffen-SS de Galicie. Non, mais c'est du délire total. Magnifique. Magnifique. Le Front National est un parti populiste au sens où, dans des périodes de crise aggravée, la population cherche une incarnation. C'est le Front National, c'était le RPF du temps du général de Gaulle. Absolument. Bon, et en réalité, c'est une réponse du berger à la bergère par rapport, comme l'abstention record d'ailleurs, alors que les élections municipales sont des élections de proximité, donc théoriquement elles attirent plus. Ces deux phénomènes sont la même face d'une même pièce, qui est une réponse du berger à la bergère du peuple français, qui est de dire, voilà, vous nous avez mis dans nos derniers retranchements, maintenant, soit on lâche, abstention, soit on va les essayer, eux, parce qu'eux, ils ont certes jamais eu le pouvoir, mais ils ne peuvent pas faire pire. Ils ne
peuvent pas faire pire que 40 ans de gestion UMP, Parti socialiste. Ils ne peuvent pas faire pire que ça. Donc, fondamentalement, c'est d'ailleurs l'une des chances de la France d'avoir des partis, disons, nationaux républicains ou nationaux populistes, type Front National, type Debout la République, type etc., car ça évite que naisse en France une extrême droite réelle, radicale, qu'elle soit sous modèle hollandais, c'est-à-dire libéralo-islamophobe, pas critiquable d'ailleurs, hein, M. Wilders. Oui, enfin, attendez, pardonnez-moi, mais à les radical. entendre hier soir, vous avez regardé comme moi. Ah oui, c'était Carpentras à longueur de journée. C'était la montée de... Ah oui, oui. Le candidat du Front National, Steve Briouat, effectivement, est arrivé en tête ici à Hénin-Beaumont avec 50,26% des voix. C'est donc officiel, il vient de remporter la mairie d'Hénin-Beaumont. L'objectif qu'il s'était fixé, je peux vous dire qu'ici, les militants du Front National qui se trouvent là où nous nous trouvons, eh bien, sont euphoriques. Il se passe quelque chose, incontestablement. Tout ça crée un immense élan d'espoir. Je pense que les Français n'en pouvaient plus d'être coincés entre l'UMP et le PS. On voit bien ce qui se passe. C'est le phénomène de la bipolarisation. Je ne partage aucune de vos thèses, aucune de vos théories. Et vous avez le droit. Quitte à vous avoir devant moi ce soir, j'ai vraiment envie de vous demander quel est le programme que vous portez dans le cadre de ces élections municipales. Alors vous avez raison de dire, nous allons accéder aux responsabilités. Je sais que ça vous ennuie, parce que ça va vous retirer le seul argument que vous avez développé pendant toute cette campagne. Ah oui, mais alors en 95, et puis en 95, et puis en 95. Donc vous l'avez été, c'était pas un bilan très noble. Madame. Ça, c'est la marche sur Rome. Enfin bon, tout ça, comme Lionel Jospin le disait très bien, c'est du théâtre. Lionel Jospin avait dit l'antifascisme, c'est du théâtre. Et c'est tout ce qu'il leur reste quand on voit le sympathique monsieur Pi, c'est ça, qui avait dit qu'on allait déménager le Festival d'Avignon. Mais où mettre le Festival d'Avignon s'il n'y a plus d'Avignon? À Carpentras. Voilà, le Festival de Carpentras. Voilà, parce que c'était voilà, c'est le Front National et la culture, c'est évidemment un Carpentras rampant. Non, il faut si vous voulez, tout ça n'est que le masque hideux à la fois d'une gestion municipale faite par le Parti socialiste depuis des années à base de clientélisme et de communautarisme, et l'échec de la classe politique dans son ensemble par son eurocratisme, par sa gestion de la destruction économique et de la faillite économique de la France. À un moment, Bossuet le disait bien, Dieu se moque des hommes qui maudissent les faits dont ils chérissent les causes. Si les Français ont voté Front National, c'était où on votait d'autres, ou alors on votait dans des listes dissidentes, beaucoup de listes d'hiver droite, etc. Si elles n'ont pas voté pour les partis du système, c'est parce que les Français ne se reconnaissent plus dans le système, et que le système, d'ailleurs, les leur rend bien, vu la politique du crachat tendu de longue durée qu'on fait sur le peuple français. À un moment, les gens arrêtent de reculer, et les gens arrêtent d'être dans la position du sac de frappe ou du sprint partner. Les Français en ont marre de se faire taper dessus par leur élite dirigeante, comme les portiques, rappelez-vous. Oui, très bien, absolument. Comme les portiques. Les portiques, ce sont des signes avant-coureurs. Pour l'instant, les Français les bonnets rouges. Les bonnets rouges. Pour l'instant, les Français jour de colère. sont jour de colère. Les Français sont légalistes. Pour l'instant. Maintenant, est-ce que le message sera entendu? J'en sais rien, je pense pas. Mais il n'y a pas de parallèle historique à faire avec le fascisme, etc. Le fascisme, c'est quelque chose de tout à fait circonscrit de l'après-guerre, de sociétés qui ont été brutalisées par la guerre. Nous ne sommes absolument pas dans des choses parallèles. La seule chose qui puisse se recouvrir d'un point et d'un autre de cette histoire, c'est la médiocrité des élites dirigeantes. Et là, nous entrons dans un temps qu'on peut dire non conformiste, c'est-à-dire où les populations, parce que ce n'est pas uniquement en France. Oui, en fait, on n'a pas de précédent, là, techniquement. Avec un pouvoir décalé à Bruxelles, on n'a pas de précédent. L'histoire n'a pas de tout à fait. Avec la grande nouveauté de l'oligarchie européenne, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est ce que nous sommes, avec les catégories de la pensée politique antique, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes dans le pire des cas de la pensée grecque, qui est la xénocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger. Alors c'est paradoxal, puisque justement vous avez un pouvoir aujourd'hui qui nous dit on doit impérativement respecter l'étranger. Éric Zemmour l'a très bien résumé, justement en donnant le cas de Terra Nova. Alors juste avant que vous puissiez développer, est-ce que vous pouvez expliquer aux spectateurs les principes de Terra Nova? Alors Terra Nova est une société de pensée
un think tank, on le dit aujourd'hui, en européen, hein, vu que l'européen c'est de l'anglais. En européen, on dit think tank. Et c'est l'un des think tanks du Parti socialiste qui a été dirigé par M. Ferrand. M. Ferrand qui est décédé, qui voulait révolutionner la stratégie de la gauche. Pour la révolutionner, il disait, c'est simple, la classe ouvrière nous crache à la figure, de toute façon c'est des bons à rien qui votent Front National. Eh bien nous allons coaliser le nouvel électorat progressiste, dans une optique gramsciiste, hein, c'est-à-dire d'avoir un nouveau bloc historique, avec les minorités sexuelles, les immigrés et les femmes, ce soit dit sans méchanceté pour personne, hein, c'est ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire des gens qui voteront toujours pour le Parti socialiste, et avec eux, et en gérant à partir de ces minorités les espaces régionaux, municipaux et nationaux, nous garderons le pouvoir. Plus l'immigration, plus la nouvelle génération d'immigration. Ah oui, bien sûr, mais ça, à immigration constante à 200 000 entrées par an, dont on fera peut-être pas des citoyens français, mais de bons électeurs du Parti socialiste. Oui, c'est surtout ça. Voilà. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Donc, ce mythe-là a fait fantasmer le Parti socialiste pendant des années. Je renvoie nos internautes à un ouvrage qui est sorti de ça, qui s'appelle « Pour changer de civilisation », qui est dirigé par Martine Aubry, qui a été publié, qui était le bouquin programmatique du PS, paru aux éditions des Jacob. Alors, qu'on me pardonne, hein, je fais ça de tête, il y a à peu près 25 contributions. Sur les 25 contributions, il n'y a que 3 contributions économiques, une contribution écologique. Tout le reste, c'est l'immigration et le gender. Il y a 16 propositions de gender sur 25 propositions. C'est-à-dire, c'est ça le nouveau bloc du PS. Et le reste, c'est ce petit truc hideux. Et ça, c'est une sorte de primeur qu'on donne à nos internautes. Juste une chose sur les genders, parce que de ce que j'ai compris, j'ai compris en fait qu'en fait ils veulent transformer toute une génération, en fait, permettre à toute une génération de pouvoir devenir homosexuel, ou du moins de pouvoir goûter aux divers pratiques sexuelles, hein, de manière sans doute à agrandir leur électorat, si je puis me... Alors il y a une partie de ça, mais d'un côté c'est encore plus profond. Parce que pour eux, c'est le... Splendide. Alors, il faut prendre le rapport Lunadec, qui est évidemment, parce que comme tout le gender, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir le sens des priorités, le gender nous est venu des États-Unis par les facs de lettres, dont la prêtresse Judith Butler, et toutes ces créatures, vu que c'est à la base un club de vieilles professeurs de lettres. Lesbiennes ? Toutes. Enfin, quasiment toutes. Non, mais dites-le. Quasiment toutes lesbiennes. Oui, quasiment toutes. Oui. Et donc, pour elles, le genre, c'est le constructivisme absolu, c'est-à-dire, il n'y a pas de données, il n'y a que de la volonté. Ils ne se rendent même pas compte, c'est que ça, c'est la définition même du fascisme. Le fascisme est un volontarisme. La volonté peut tout. C'est vrai, le culte de la volonté, c'est fascisant. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que je choisis d'être homme, femme, super-héros. Super-héros, bientôt... On se souvient d'ailleurs dans les années 30, hein, les Allemands avaient le culte du corps, etc. à la grecque. Hein, c'était typique. Si vous voulez, c'est le constructivisme, c'est-à-dire que je peux faire de mon identité, de mon passé table rase, je décide tout. C'est-à-dire, je décide tout, je peux demain me marier avec un homme, une femme, une cafetière. Parce que tant qu'on est dans le délire, allons-y directement. Pourquoi pas l'animal de compagnie? C'est mon cas, je suis marié avec mon chat. Voilà. Et quand on prend, et ça nous est venu par les États-Unis via l'OCDE et l'Union européenne, et quand on prend le rapport Lunadec, c'est-à-dire notre futur, les LGBTI, alors lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles, I c'est intersexués. C'est quoi ça? Alors c'est-à-dire des gens qui naissent hommes ou femmes, mais à l'intérieur qui ne le sont pas. Donc c'est une naissance sur plusieurs milliers. Oui, c'est un sur 1 million. On va dire ça comme ça. C'est hermaphrodite en fait. C'est hermaphrodite, voilà. C'est un type. En fait, c'est intéressant tout ça. C'est franchement intéressant parce que et eux ils font de la politique avec ça. Voilà. Et donc on a l'impression en fait qu'ils utilisent ce mode de pensée, en fait, ce constructivisme, comme vous dites, pour fabriquer des électeurs pour leur parti politique. C'est la seule politique qui leur reste, c'est-à-dire utiliser des travestis. Comme on peut plus. Non mais attendez, imaginez lier ça, Pierre, avec la parité.
C'est-à-dire, le jour où ils auront connecté les deux, on aura un quota de transsexuels, d'intersexués, c'est bien, c'est une naissance sur des milliers, donc sur les listes électorales. Tant qu'on est dans la folie, allons-y jusqu'au bout. Ils savent qu'ils n'ont plus les possibilités, par l'action politique, de faire des sociétés vivables. Alors quand vous ne pouvez plus changer la société parce que vous ne voulez plus le faire, eh bien vous changez les hommes qui sont dedans. D'accord, alors c'est très très intéressant, parce que justement, ce qu'on voit là, c'est que la classe politique depuis 30 ans, depuis la loi du 3 janvier, si on regarde bien, si on pose les graphiques, les courbes, etc., ça colle. En fait, la classe politique depuis 1973, 73-74, est incapable de donner de la prospérité aux ouvriers et à la classe moyenne. Tant et si bien que la classe moyenne a disparu. Donc, il compense, donc je résume votre pensée, il compense par le sociétalisme. Par du sociétalisme, c'est quand même absolument stupéfiant. Et ce qui était flagrant hier à la télévision, c'est que là, on était, pour le coup, dans ce livre que vous connaissez bien, c'était à la crise financière, c'est-à-dire que vous avez des politiques qui s'insultent les uns les autres, c'est exactement comme en 1792, 93, etc. Ils s'envoyaient tous à la guillotine sans réaliser que c'est la planche à billets qui était en train de détruire la France. C'est exactement le cas aujourd'hui. Ils sont en train de s'insulter, etc., sans réaliser que c'est cette dette abyssale qui est en train de nous détruire, littéralement, et la crise. Il le réalise très bien. J'ai pas l'impression qu'il le réalise. Pour la plupart, il le réalise très bien. La seule chose, c'est... Quand vous discutez avec eux, pas quand ils passent à la télévision, mais quand vous discutez en privé avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus? Alors, pour la plupart, oui, c'est dégueulasse, mais moi, j'y suis pour rien. Moi, j'y suis j'y suis pour rien, et puis surtout, j'ai été réélu, je suis content. Ils sont dans l'optique du parti majoritaire, c'est-à-dire, à la maison, on dit il faut plus d'Europe, donc moi, je reste dans plus d'Europe. Ceux qui ont des doutes, là, pour le coup, je ne donnerai pas de nom, parce que ça peut leur avoir quelques ennuis, mais ceux qui ont des doutes, de toute façon, savent que le doute les mettra immédiatement à la marge des deux partis majoritaires. Donc... Il y a déjà eu des personnes qui ont eu des doutes et qui ont été mis à la marge? Il y en a eu un qui a été brisé, que malheureusement on se rappelle très bien, c'est Philippe Séguin. C'est-à-dire qu'il y a eu face à lui la coalition de ce qu'il y a eu de pire dans le RPR pour le briser, et ils l'ont brisé. Et Séguin était un homme aimé des Français, à raison. C'était le dernier homme d'État que nous ayons eu au sein du système, en tout cas, à mes yeux. Et d'ailleurs, comme ils savent le faire, je suis tombé d'ailleurs dessus il y a quelques jours, ils avaient fait un numéro de la Revue des Deux Mondes, hommage à Philippe Séguin, où tous ceux qui l'ont tué ont écrit dessus. Ce sont des manières de sous-films mafio spaghetti des années 70-80. Et ils ont une peur vis-à-vis de la question européenne, car là encore, l'euro, la dette, l'Europe, tout est lié. C'est le même continuum historique. Ils le savent très bien, et s'ils ne le savent pas, ils le sentent, puisqu'ils ne peuvent pas l'intellectualiser pour la plupart, par manque de travail, avant tout. Pour eux, on n'en parle pas, on ne le formalise pas comme ça, on reste dans la guéguerre partisane, et c'est pour ça que, comme le disait Churchill sur l'Afghanistan, les Khanes contre les Khanes et tous contre nous, on se réconcilie contre l'ennemi extérieur, et l'ennemi extérieur, c'est le Front National. Pourquoi? Parce que le Front National, avec les défauts et les qualités qu'on lui prête, le problème n'est pas là. Mais le Front National essaie de faire venir cette question-là sur le devant de la scène. Ce que ne fait pas M. Mélenchon très prudemment, ce qui explique sa survie politique, et ce que ne feront jamais les autres. Point. Et évidemment, il y a beaucoup plus petits partis qui le font également, et auxquels il faut rendre hommage aussi. Mais pour l'instant, dans l'œil du système, l'ennemi à briser, c'est le parti des ouvriers et du bas de la classe moyenne. Donc en fait, techniquement, vous êtes en train de nous dire, ils doivent continuer au nom de l'Europe et de la dette à détruire les ouvriers, parce que c'est encore les derniers à réagir, puisque les autres bobos, on l'a vu à Paris. Bien sûr, mais le gros problème, c'est que les bobos qui étaient les CSP+, eux, s'enfoncent. C'est ce qui a été fait à la classe moyenne dans les années 90, ce qu'on appelle le sablier. C'est-à-dire le bas de la classe moyenne a décroché vers la classe populaire, et une toute petite partie du haut est montée dans la classe oligarchique. Le reste, c'est la vache à lait.
c'est-à-dire celles que les nouveaux impôts faits pour sauver l'euro vont tuer. Eh bien, les CSP+, qui étaient au-dessus de la classe moyenne, qui étaient le bas de la classe oligarchique ou de la classe comprador, eux, ils commencent à vivre la même chose, nos braves bobos. C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à plus pouvoir se loger à Paris. Ouais. Ils sont obligés d'aller de plus en plus loin en banlieue. Ils se rendent compte que Ils prennent les transports en commun. Oui. Terrible drame. Le drame avec... 1 heure, vous vous rendez compte? Oui, 1 heure le matin, 1 heure le soir. et dans ces transports en commun, ils croisent des gens Patibulaire. que leur pouvoir d'achat les habituait à ne pas croiser et dont ils en voulaient beaucoup à la bonne portugaise ou à l'ouvrier à Rungis de ne pas Ils aimer. découvrent tout d'un coup que la bonne portugaise et la concierge espagnole étaient vraiment largement au-dessus du lot. Voilà, et qu'ils avaient aussi des raisons de ne pas aimer un certain type de population. Qu'ils croisent dans les transports en commun, qui n'a rien à voir avec un type de population ethnique ou quoi que ce soit, mais qui est le lumpen prolétariat agressif. D'ailleurs, voilà. pardonnez-moi, là je fais une parenthèse, on a vu que dans le cas où les voyageurs du RER, je ne sais plus quel RER, où ils ont été agressés à Évry, en fait ils ont été condamnés à des petites peines, je crois qu'il y en a certains qui devaient juste laver le trottoir. Oui. En fait vous pouvez braquer des gens tranquillement, donc on voit bien effectivement cet esprit Terra Nova, c'est-à-dire protéger absolument... Oui, bien sûr. Et alors que le pauvre mec qui va bosser, à qui on a volé la carte d'identité, sa carte de crédit, sa carte Orange, etc. et compagnie, alors là, lui, on s'en fout. De toute façon, c'est très esprit de Terra Nova, finalement, ça. Oui, et d'un côté, c'est une analyse, là, pour le coup, fondée sur le marxisme est intéressante, parce que la classe oligarchique internationaliste comprador s'allie avec le lumpen prolétariat, c'est-à-dire avec la racaille. Le lumpen prolétariat, si on le traduit de Love marxiste, c'est la racaille. Bon, c'est pas du tout les pauvres de banlieue, eux, ils en sont les victimes, souvent. Oui, du coup, la racaille, elle monte, elle se sent estimée servir à quelque chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que une partie de l'élite, fondamentalement, les aime bien. Elle veut vivre très loin, elle a le pouvoir d'achat pour ne pas les voir. Mais elle les aime bien parce qu'ils ont le même code de valeur, fondé sur le parasitisme, avant tout. D'accord, c'est très intéressant, ça. C'est-à-dire, grosso modo, toi qui te lèves à 6 heures et qui va aller bosser, qui prend 1 heure de transport pour aller à Paris, eh bien, pour la racaille, tu es une proie. Et pour Jean-François Copé, tu es de la merde, car, je cite Jean-François Copé, nous n'aurons que des bons à rien, des gens qui gagnent moins de 5 000 € par mois. C'est la définition, par Jean-François Copé, d'un bon à rien. Voilà, c'est le même code de valeur. Qui d'ailleurs a une montre très intéressante, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, et c'est aussi un amateur de montres, comme M. Drey. C'est un amateur de montres comme M. Drey. Voilà, ils ont les mêmes valeurs, finalement. Oui, ils ont les mêmes valeurs. Ils ont beaucoup de talent, au sens de l'ancienne monnaie égyptienne, les talents d'or. C'est concernant, mais très, très intéressant. Alors, justement, continuons. On a vu, parce que vous l'annoncez dans votre livre, l'arrivée de Pascal Lamy. Vous en faites un portrait au vitriol dans ce livre. Et on l'a vu arriver. Alors, c'est intéressant parce que il ressemble à un tueur à gages, en fait. Enfin, je sais pas, moi, il me fait penser à ça. Il a un côté tueur à gages distingué. Il soigne cet aspect de moine-soldat. Voilà, de moine-soldat, tueur à gages distingué. Il l'a beaucoup soigné pendant toutes ces années. Et on voit bien que au niveau des médias, personnage que je connais bien, que quelqu'un a appuyé sur un bouton qui lui a ouvert toutes les télés et les radios pour parler de son dernier livre. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. 2 mandats à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ancien commissaire européen au commerce, proche de Jacques Delors. Vous publiez un livre événement qui s'appelle « Quand la France s'éveillera ». Alors, je voudrais vous citer simplement, vous dites si les Français n'ont plus confiance dans la classe politique, on voit bien le résultat des élections municipales pour le premier tour, c'est parce que leurs représentants, dites-vous, forment une petite caste qui prétend que la France peut continuer à vivre comme si le reste du monde n'existait pas. Je trouve que c'est la spécificité française, c'est-à-dire c'est cette manière que la classe politique, dans une certaine mesure les milieux économiques, ont de mettre les difficultés françaises sur le dos des autres. Si l'on acceptait de changer le regard sur le monde, c'est-à-dire de le voir avec ses bons côtés, avec ses moins bons côtés, mais en cessant de le diaboliser, alors des tas de choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles en France, parce que les Français, au fond, sont persuadés que ça ira toujours plus mal, et donc, pourquoi réformer, pourquoi se bouger? C'est drôle, pour quelqu'un qui se dit prêt à rien,
Oui, voilà, il est prêt à rien, mais juste il avant, fait quand même au un moment des bouquin municipales. programmatique. Au moment des municipales. Oui, au moment Donc des municipales. Il y a des chances de le voir là dans le gouvernement, au ministère de l'économie? C'est ce que tout vous annoncez dans ce livre. Alors, avec les disons les reculs et les nuances qu'on peut avoir sur le fait de prédiction, mais l'Union européenne, dans le temps qui reste à François Hollande, a besoin d'avoir un Gauleiter pour la France. Un Gauleiter. C'était les gouverneurs que les Allemands mettaient dans les provinces occupées. D'accord. Oui, en fait, on a une province occupée. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. L'Union européenne a besoin d'avoir des hommes fiables qu'elle juge fiables pour mettre en branle le programme eurocratique pour la France. Comme elle a eu les anciens de Goldman Sachs à différents... Monsieur Juncker aussi. Et comme elle va avoir certainement Monsieur Juncker, qui est le candidat du PPE à la présidence de la Commission. Ce qui est bien, parce qu'il est le parfait type du candidat germano-américain, parce qu'il plaît à la Reichschancelière pour différentes choses. Quant aux Américains, il est évident que le patron du premier paradis fiscal européen ne peut que leur convenir, parce que si ce n'est pas quelqu'un qui est tenu par les oreilles, le menton et les doigts de pied, je me demande par quoi il n'est pas tenu. Alors, vous pouvez nous faire un portrait juste vraiment un coup de Juncker? Non, de Lamy. De Lamy. Qui est Pascal Lamy? Pascal Lamy est le fils que Jacques Delors voulait avoir. Et d'ailleurs, Jacques Delors... Je crois que c'était Jacques Delors. Je crois que c'était François Hollande. Ah, François Hollande. C'est un doloriste aussi. Ah oui, tout à fait, mais je vais vous citer Alain Minc, qui, elle, pour le coup, était... Ah, c'est effectivement, si on a du Alain Minc. Ah bah, c'est là, c'est du très haut niveau, là. Là, on passe tout de suite chez les... C'est son nègre que vous citez ou c'est Alain Minc en personne? Non, c'est Minc, dans un entretien, il avait dit, pour Pascal Lamy, François Hollande, c'est celui qui a porté le café aux réunions chez Delors. D'accord. Ouais, bon. Et ça a lieu quand... C'est une déclaration qui a lieu, si mes souvenirs sont bons, quand Hollande devient premier secrétaire du Parti socialiste, et je pense que c'est un message du berger à la bergère, c'est-à-dire n'oublie pas que pour moi tu es un petit tambour, et je le fais dire par le coursier habituel qu'est Minc, que Minc est porte-flingue de beaucoup de gens et qu'il est grassement rémunéré pour ça. Or, qui est Pascal Lamy? Déjà, c'est un démocrate chrétien. C'est quelqu'un... C'est comme Delors. Hein. C'est exactement comme Delors. C'est-à-dire qu'il a une foi dans l'Union européenne qui est religieuse. Il a une foi dans le libre-échange qui est religieuse. En fait, ils ont remplacé le Christ par l'économie. Rappelez-vous, c'est dans l'ouvrage, quand j'ai fait l'enquête sur la loi du 3 janvier 1973, j'ai été, disons, accueilli plus ou moins bon an mal an dans ces cercles-là. Et l'un des leurs, qui m'a présenté beaucoup de gens, c'est pour ça que je ne donne pas son nom, m'a dit, vous savez, nous sommes des démocrates chrétiens, oui, j'avais compris, nous n'avons plus de Dieu unique, mais nous avons une monnaie unique. C'est étonnant. Non mais c'est une bonne nouvelle, parce que j'espère qu'il va finir crucifié, du coup. Non mais franchement, non mais sérieusement, c'est une bonne nouvelle. Cette phrase est authentique. Je pense que vous regarderez cette vidéo de toute façon, donc voilà, bon entendeur. Et c'est leur pensée profonde, c'est-à-dire que pour eux, ils sont dans la postérité de Denis de Rougemont, etc. Ils veulent le retour de l'Europe chrétienne, mais par l'évangile du marché, ça c'est très propre à Lamy. C'est un mélange de croisés, en fait, de croisés financiers. Oui. C'est ça. Hein. Et Lamy est de ce type-là. Oui, par exemple, il a une croyance, par exemple. Je vais vous donner un exemple tout bête, vu je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui vous suivent, mon cher Pierre, et qui voient l'univers mental de certains de ces gens-là. Il y a quelque chose en économie libérale qu'on appelle les théories de Fram. Les théories de Fram, c'est en tout lieu, en tout temps, le marché est le meilleur allocataire de richesse. En tout lieu, en tout temps. Quel épisode biblique peut-on raccrocher à ça? La multiplication des pains. Et dans l'esprit de ces gens-là... Des matières premières, oui. Dans l'esprit de ces gens-là, le marché, la multiplication des pains, il y a une sorte de gloubi-boulga idéologique qui est... Mon Dieu, c'est le qui est... et pour eux, c'est la revanche de la grande Europe chrétienne en face des États-nations
athées, etc. Il y en a beaucoup comme ça qui sont autour de gens comme Lamy. Lamy, pour lui, la paix universelle, la parousie, vient par le libre-échange. C'est pour ça qu'il a été le croisé de l'ouverture financière de l'Europe. Rappelez-vous de la directive cadre de Lamy 86-88, qui est la plus grande libéralisation des marchés financiers d'histoire d'homme. Oui, il y a des gens. Alors, non, mais juste pour finir sur Lamy, et puisque ce sont une sorte de templiers du XXIe siècle, ces moines soldats, ils ont peut-être oublié l'épisode où le Christ renverse justement tous les marchands du temple, tous les changeurs devant le temple. Ça leur a échappé, ça. Si vous voulez, comme beaucoup pour eux, fondamentalement, ils s'orientent dans les pas de Vatican II, c'est-à-dire que pour eux, la nouvelle Église, c'est le marché, les droits de l'homme, etc. Oui, c'est ce que Paul VI disait, que les fumées de Satan, c'était... Voilà, c'est le... si vous voulez, et je le dis d'autant plus que j'ai... Très intéressant. Vous le savez, moi, c'est vraiment à titre d'historien que je vois ça, car je n'ai pas vous le savez, moi je n'ai pas de croyance particulière de ce type-là. Mais ils ont un précipité idéologique au sens de la chimie. Ils ont un précipité idéologique sur lequel j'ai énormément travaillé, sur lequel je me suis énormément interrogé, parce que c'est fascinant. Fascinant, des gens qui ont des patchworks de différentes traditions intellectuelles et qui en font une sorte de cocktail Molotov extraordinairement instable, extraordinairement dangereux, qui est très très loin de ce que fut la doctrine sociale de l'Église, mais fondamentalement, ils sont le camp du bien d'aujourd'hui, c'est-à-dire droits de l'homme, marché et fin des souverainetés étatiques nécessairement bellicistes, avec derrière tout un imaginaire ahistorique extraordinairement touffu, extraordinairement dangereux. Et ces gens-là, Lamy est le précipité le plus pur que je connaisse au sein de l'eurocratie. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui a une grande passion pour l'argent, comme tous autour de lui, chez lui, il y a une franchise. Fondamentalement, il y croit. Une franchise à combien? 2 millions Ça, c'est juste une petite anecdote, parce que quand il est passé de la Commission européenne à l'OMC, il a demandé que son salaire soit revalorisé parce qu'il trouvait les primes d'assurance maladie trop chères. Ce à quoi c'est sûr. Et comme il doit gagner effectivement 3 000 euros par mois. Oui, oui. Ça doit lui coûter vous pouvez rajouter un zéro facilement. Mais et c'est le représentant de l'Inde à l'OMC, alors que les Européens et les Américains se sont dit oui, cher maître, on a encore un peu de cirage, on peut faire vos pompes. Et c'est le représentant de l'Inde qui a dit, écoutez, les secrétaires qui sont dans votre cabinet et qui gagnent un zéro de moins, le caractère très élevé des primes d'assurance maladie de Genève n'a pas l'air de, pour eux, n'a pas l'air de vous travailler tant que ça. Donc pour nous, ce sera non. C'est ce type d'homme, c'est-à-dire c'est qu'on va voir au ministère de l'économie au budget. Possible. C'est tout à fait possible. De toute façon, on va bien devoir le mettre quelque part, parce qu'il a encore des années à tirer, tout simplement. On ne peut pas le renvoyer dans une organisation internationale pour l'instant. Donc il sera bien quelque part. On lui a ouvert les vannes médiaques au moment des municipales. Je pense. C'est clair. Je le pense. Alors, juste là, on termine. Alors, puisqu'on est dans ce monde de moines soldats, abordons justement Mélenchon et son... ce qu'il a fait là pendant les municipales. Donc, alors, si vous avez une... il a gagné. Mélenchon, d'ailleurs, bon, il a fait son coup. Il quitte le débat en plein milieu. Besoin de nous, dit-elle. Elle n'a pas proposé. Elle a proposé aux écologistes, pas au Front de gauche. Et j'en déduis que mes amis aussi pourront se passer de les aider là où ils sont en difficulté. Alors, ça sera un autre débat. Ça sera au deuxième tour. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau pour ce premier tour des municipales. Voilà, bon, il fait le bon agite-prop de base. Il a appelé ça chez les Troscards. Bon, très bien. Le grand problème de Mélenchon, c'est que lui, il a gagné aussi des mairies. Beaucoup.
et tout le monde s'en fout. Oui, c'est on parle pas. C'est vrai que tout hier, le monde s'en tamponne. tout le monde parlait de ce que le alors- Front National a gagné ou que les autres ont perdu, mais Mélenchon, rien du tout. Si vous voulez... Mais sans doute, pardonnez-moi, Ouais, sans doute parce que justement c'était une alliance PS, PC, etc. Oui, bien ou sûr. vert, hein, Oui, donc bien sûr. il ne peut pas se tirer la couverture à lui. Alors, premièrement, il y Hein. a ça, et puis deuxièmement, c'est aussi l'une des leçons de ces municipales, c'est que ça dépend de quel côté on les prend. Soit on a mis le Front National en tête de gondole pour cacher d'autres choses et pour utiliser le Front National. Je ne dis pas que certains, particulièrement au sein du Parti Socialiste, n'y pensent pas. Je dis juste que, à force de faire du Front National uniquement l'outil de la classe dominante, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que les hommes que je croise tous les jours ont une peur réelle, non feinte, et ont une détestation réelle d'un parti qui pour eux est le parti des pauvres. Et c'est pour ça qu'ils le détestent, au-delà d'une antipathie physique. En fait, ils détestent les pauvres, quoi, tout simplement. Si on peut résumer tout ça, voilà, c'est de la haine de classe. Bon, c'est de la haine de classe. Les politiques haïssent les pauvres. Oui, il y a de la haine de classe. Et puis aussi, ils détestent leur imaginaire symbolique. C'est-à-dire les gens, ils sont attachés à leur pays, à leur terroir, etc. Ah oui, être attaché à son pays, c'est-à-dire ce qui fait vomir le député UMP de base et le député socialiste de base. Si on ne me croit pas, eh bien qu'on aille voir Madame NKM, qu'on lui demande ce qu'elle pense de la pensée du pari populaire, et on rigolera 2 minutes. Monsieur Mélenchon, lui, si aussi on n'en parle pas, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas étaler, parce que le parti de gauche a quelques ennuis sur lesquels il faut revenir 2 minutes pour comprendre pourquoi on n'en parle pas. On n'en parle pas pourquoi. C'est quoi la création du parti de gauche? Le parti de gauche, c'était pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste est un parti qui vit aujourd'hui, ses encartés sont en groupe social. Le premier groupe social des encartés socialistes, ce sont des retraités de l'éducation nationale. Pas des profs, des retraités de l'éducation nationale. Pour éviter que la jeunesse énervée en sciences humaines gauchistes, on leur avait donné le NPA, etc., pour éviter qu'ils se posent trop de questions. Et cet électorat-là, de retraités de l'éducation nationale, les profs, et ça se voit, ils votent de plus en plus Front National d'ailleurs, ils commencent à quitter le PS, dès les années 2000. C'est pour ça qu'on crée Mélenchon, pour dire, on va leur faire un sas à eux, un peu plus rebelle, mais on va le garder. Oui, j'avais une déclaration, j'ai vu passer ça, une déclaration de Mélenchon dans le Quotidien de Paris, justement, donc c'est pas tout jeune, où il expliquait que le Front National de l'époque, avec Jean-Marie Le Pen, était le seul parti intéressant en France. Oui, tout à fait. Elle avait fait le tour à l'époque, c'est surprenant, oui. Et donc, pour conserver cet électorat, qui est un électorat qui est intellectuellement, ce sont des gens... ils sont professeurs, etc., mais qui est déclassé socialement. Parce qu'aujourd'hui, la fonction de l'enseignant, mieux vaut être trader qu'enseignant. C'est pas même dans l'imaginaire collectif, maintenant. Et pour garder ces gens-là, on leur a fait un sas à gauche à eux, sous contrôle du Parti socialiste, qui était le parti de gauche. Manque de bol, au sein du parti de gauche, ils continuent à se poser des questions, ces braves gens, parce que ils ont été cocufiés en 83 par le tournant de la rigueur libérale, et Hollande n'a pas mis 3 semaines avant de les cocufier. Mais Mitterrand, au moins, avait mis 2 ans avant de sortir la vaseline. Là, 3 semaines. Et le grand problème, c'est que Mélenchon n'arrive plus à tenir ses troupes, particulièrement sur le débat qui est interdit en son sein, qui est le débat sur l'Europe. Je sais, par des indiscrétions au front de gauche, qu'il y a 2 ans, 60% des sympathisants étaient pour la sortie de l'Union, et que Mélenchon a décrété qu'il n'y aurait plus de débat interne sur ces questions, suite à différentes consultations d'adhérents et de sympathisants. Oui, il a dû se faire taper sur les doigts, là, tout simplement. Donc, s'il y a des membres du front de gauche qui nous regardent, lancer un débat sur l'euro, tiens, ça peut être intéressant, juste pour voir les réactions. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que le Mélenchon a été obligé de laisser se créer un think tank qui s'appelle Gauche d'opposition, qui est dirigé par quelqu'un de très bien d'ailleurs, qui s'appelle Aurélien Bernier, qui a vraiment une œuvre théorique brillante, intéressante, sur l'euro, parce qu'il n'a plus le choix. Le problème, c'est entre reparler à sa base et parler au Parti socialiste, à un moment, il va falloir choisir. Parce que le PS ne supportera pas d'avoir un parti de gauche, même à 6%,
eurosceptique qui peut le prendre en tenaille avec le Front National. Ça va se terminer comment, tout ça aux élections européennes là, prochainement? De toute façon, là, si je crois que le dernier sondage, l'UMP et le Front National sont à 1% d'écart, 22 dans un cas, 21 dans l'autre, et le PS est à 17, Mélenchon est dans les choux. Je pense que le parti qui sortira le plus fort des élections européennes, et là, il ne faut pas être grand clair pour s'en rendre compte, c'est le Front National. On est face à une élite qui va encore pleurer sur les résultats du Front National. Mais aujourd'hui, la dynamique, à la fois en termes de classe d'âge et de classe sociale, du Front National est telle que... il va se passer quoi si le Front National ça dépend. Arrive à égalité avec l'UMP ou alors, même plus? Ça dépend à combien. Ça dépend à combien. Enfin, si tous les eurosceptiques sont en majorité. Il y a des possibilités, je dis bien des possibilités, c'est absolument aucun caractère de certitude là-dedans, qu'au-dessus d'un certain seuil qui pourrait être, à mon avis, de l'ordre de 30%, l'UMP puisse se fragmenter. Il est tout à fait possible qu'un des partis majoritaires se fragmente. Parce que, prenez le cas, le PS et l'UMP. Le PS, il n'y a plus d'adhérents au PS. De toute façon, il n'y a plus de peuple au PS. Il y a les cadres moyens ressemblent aux cadres nationaux, c'est-à-dire bobos, européistes, gender, tout va bien. Oui, j'ai vu. Aucun problème. Il n'y avait que des ethnologues, des sociologues, oui, voilà, des enseignants à la retraite. Aucun problème. J'ai vu ça sur la liste du PS là, en allant voter. Prenons le cas inverse, l'UMP. L'UMP est un parti où tous les cadres sont européistes, bobos, etc., tous les cadres moyens, mais dont les adhérents, et ça on le voit avec les sondages internes qui veulent des listes communes UMP-Front, ça se voit. Une part des adhérents, ça reste le petit peuple du RPR qui était généralement petite bourgeoisie de province, le Rotary Club, quoi. Rotary Club, voilà, tout à fait. Non, c'est ça, c'est le Rotary Club de province. Tout à fait. Et ces gens-là ne se sentent pas incarnés par Nathalie Kosciusko-Morizet et consorts. Et à force de tirer sur la corde, ça finira nécessairement par casser, pour une raison qui est très simple, c'est que l'UMP n'a plus les moyens, ni intellectuels, ni en termes d'hommes et de leaders, pour incarner un programme de libération nationale. Mais attendez, mais ils ne veulent pas de libération nationale. Ah, mais je veux dire, pas plus eux que le PS. Hein. Ah non, mais ça, qu'ils ne le veulent pas. Non, mais qu'ils ne le veulent pas, c'est certain. Mais quand bien même voudraient-ils le faire, ils n'ont pas les hommes, ils n'ont pas les moyens de le faire. D'accord. Donc, à un moment, le député UMP de base, il est doué pour rien sauf pour survivre. Non, mais ma question elle est plus loin. C'est-à-dire, est-ce que François Hollande pourrait décider de quitter le pouvoir si il se prend une méga gifle également aux européennes? Hollande, dans son esprit, c'est un Delorien, il est là pour sauvegarder. Il l'a dit lui-même. Rappelez-vous le discours du Nouvel An. Croyez-moi que le jour du Nouvel An, j'avais bien mieux à faire que d'écouter Hollande. Mais on vous écoute avec grand plaisir. J'imagine bien. Le discours du Nouvel An, il a dit contre le Front National et tous ceux qui mettent en danger les acquis de l'Union européenne, acquis dont je suis le gardien. Voilà. En substance. C'est ça. Donc il est le gardien de l'Europe. Et pour lui, en bon Delorien, Hollande ne croit à rien sauf à ça. D'accord. Et ça, il est prêt... C'est ce qu'a dit Éric Zemmour hier. Hein. Effectivement, il a dit qu'il a choisi entre le peuple et l'Europe. Il a pris l'Europe, et il préférera faire crever le peuple plutôt que de bazarder l'Europe. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais attendez, mais c'est effrayant. Mais c'est effrayant. Et Zemmour balance ça tranquillement. Vous aussi d'ailleurs. Et moi en tant que, enfin je sais pas, je suis pas du tout dans des trucs politiques comme vous, mais je sais pas, mais c'est effrayant. C'est absolument effrayant. C'est je veux dire, c'est la période 92-93 quoi. Ouais. Je veux dire, ils préfèrent les idées au peuple. Oui. Le bien-être du peuple, ils s'en foutent complètement. C'est les idées qui priment. Oui. C'est l'idée européenne, c'est-à-dire qu'ils sont pour eux l'avant-garde de l'Europe nouvelle, point. Et le peuple, a priori, il nous est hostile, donc on lui marchera sur le ventre. Si vous voulez. À la limite, il pourrait effectivement, si au moins il donnait de la prospérité au peuple.
hein, aux classes moyennes. Mais c'est même pas le cas. Je veux dire, c'est des esclaves maintenant, tellement il y a d'impôts et de taxes. Des choix qu'ils ont eux-mêmes faits. Ils ont, si vous voulez, là, on revient sur l'idée européenne telle qu'on l'a expliquée dans l'ouvrage. L'Europe n'est pas un accident, elle devait terminer là où elle est, et ils ont fait des choix parce que c'est tout bête. Soit vous êtes un monde où on protège une population, et pour protéger une population, il faut un État, soit vous êtes dans un monde où on a évincé l'État et où il n'y a que ceux qui vivent hors sol et hors des frontières qui se sentent bien, et il y a 3 choses qui vivent en dehors des frontières, car toute plante a besoin d'un pot, et des humains, ça a besoin de frontières. Ça, c'est une donnée simple de l'anthropologie. Les humains sont territorialisés. Il y a 3 choses qui vivent en dehors du temps et de l'espace. Les religions, les mafias et l'argent. Les puissances d'argent légales. Les multinationales. Les multinationales. Point. Donc, c'est-à-dire au passage des entrepreneurs. Entrepreneurs multinationaux, entrepreneurs illégaux et entrepreneurs du sacré. Religieux. C'est les seuls qui peuvent vivre en dehors des frontières. Les seuls. Oui, c'est le principe du même. Ce n'est pas un monde humain. Alors, justement, sur cette base-là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que le peuple va se révolter à un moment donné contre ces européisste qui ont décidé à mon avis, l'épisode des sacrifier le peuple sur l'autel des portiques était frappant pour une chose. C'est qu'il y a des parts de population qui ne vont pas se laisser marcher sur le ventre. À mon avis, ce sera sporadique. C'est inorganisable de toute façon à titre de... parce que ce n'est pas la mentalité, malheureusement, des Français de s'organiser pour ce genre de choses. À mon avis, ce sera sporadique. Et à un moment, comme souvent dans l'histoire de France, ce sera canalisé par un homme ou un groupe d'hommes. Oui, vous avez abordé ça lors de votre conférence. D'ailleurs, j'avais bien retenu, c'est l'arrivée de l'homme providentiel. Hein, type de Gaulle, justement. Oui. Hein, de Gaulle, Jeanne d'Arc. Oui, c'est typique de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il y a... Alors évidemment, le grand homme n'arrive jamais tout seul. Faut pas, si vous voulez, il y a un environnement qui permet à un homme de réaliser un dessin et à partir de ce dessin d'avoir des équipes. Et c'était la dernière en date, c'était la chevalerie gaulliste. Hein. Bon, c'était une trentaine d'hommes triés sur le volet qui avaient fait l'épreuve du feu. Ce temps-là peut revenir. Le seul problème, c'est qu'on aura, à mon avis, on aura un grand homme à notre niveau. De Gaulle était un homme du 19e siècle avec une immense culture, etc. Oui, nous, on aura quelqu'un d'un côté qui sera sorti de nos temps à nous, c'est-à-dire quelqu'un qui sera nécessairement moins grand, mais j'espère qu'il sera bien entouré. Et j'y crois sincèrement parce qu'on ne peut pas... J'y crois sincèrement parce que quand on voit les peuples qui en prennent en pleine figure, regardez ce pauvre petit peuple grec qui a vu la mortalité infantile augmenter de 43% en 6 ans de plan d'austérité européen. C'est-à-dire que maintenant, c'est les statistiques officielles. Oui, c'est en statistiques officielles. C'est-à-dire que voilà où ça nous a mené, l'Europe. Ah non, mais il ne faut pas le montrer à la télévision. Oui, mais la réalité, c'est quand même ça. On vous dit que la Grèce repart. Hein, on nous dit ça depuis 3 ans d'ailleurs. Oui, d'accord. C'est le grand mensonge habituel. En effet, il y a beaucoup de Grecs qui partent. Oui, qui partent. Mais que la Grèce reparte, elle, qui partent au cimetière aussi. Oui, qui partent au cimetière surtout. Ouais. C'est une des destinations numéro 1. Donc on comprend mieux pourquoi on a ouvert les médias français à M. Lamy. Oui, tout à fait. C'est parce qu'il faut quelqu'un qui... on a cru qu'à un moment, il serait patron de la commission, mais à mon avis, les Américains voyaient beaucoup en lui, mais les Allemands l'aiment moyennement. La Reichschancelière a imposé ses candidats, donc ce sera soit M. Juncker, soit M. Schulz, c'est-à-dire un Allemand et un demi-Allemand. La seule chose, c'est qu'il va falloir nécessairement quelqu'un pour débrancher Hérault et Flambille, et à mon avis, c'est le rôle qui sera imparti certainement à M. Lamy, parce que je ne vois pas qui d'autre. Les marchés financiers ne seront pas... Oui, ne les écouteront pas. On les a entendus, voilà. Là. Hier soir, c'était très intéressant. Ils parlaient tous des marchés financiers. Ils ont peur des marchés financiers.
Non, attendez, je ne sais pas si vous imaginez la France de Napoléon, la France de Louis XIV. Ils ont envahi le monde quand même. Hein. Ils ont mis des sacrés branlés, permettez-moi l'expression, à quelques armées étrangères. Je veux dire, on avait une monnaie qui était le franc, a priori, ça a très bien réussi. Et là, on nous explique tout d'un coup que le peuple français si nul qu'il ne peut pas survivre sans la notation de quelques financiers escrocs. De Moody's, de tous ces... Enfin, je reste poli. Tiens, au passage, un 5e banquier de la JP Morgan a été retrouvé mort. Voilà. Donc ça commence à faire beaucoup. Ouais, statistiquement, si vous voulez, là, effectivement, la JP Morgan, là, il faut prendre des assurances vie maintenant, si vous êtes à la JP Morgan. Son rôle, c'est ce qu'on appelle le... Voilà. Et donc, un peuple doit se soumettre à quelques ingénieurs analystes financiers de Moody's ou de Egan Jones, ou de Standard & Poor's. Mais attendez, mais on va où alors effectivement, je partage pour le coup votre analyse, mais les politiques sont complètement, ils sont à plat. Mais comment dire, que vont penser les marchés? Oui. C'est génial. Et je ne suis alors pas... que effectivement, on doit emprunter. Je crois qu'aujourd'hui, on a emprunté 8 milliards, si mes souvenirs sont bons. Et vendredi, on a emprunté 6 milliards. Donc vous voyez, c'est pour parce que les caisses sont vides, et donc il faut bien payer les gens. Et je ne suis pas certain que la nomination potentielle de M. Valls, où que ce soit, sans aucune agressivité vis-à-vis du personnage, la seule chose, c'est que... Mais c'est un personnage très agressif, en revanche. Les marchés financiers ne lui accordent pas plus de crédit qu'à un autre, alors que l'ami, oui. Oui, bien sûr, il le et puis lui doivent tellement. Non, puis il est bilingue. Il y a ça. Ça joue. Non, mais ça joue. Vous avez tout à fait raison. Ça joue. La garde était bilingue. Oui, tout à fait. Elle était écoutée intégralement. Ça joue, mais le passif de l'ami, on ne se rend pas compte. Mais l'ouverture des marchés de capitaux à l'échelle européenne, en grande partie, c'est lui, à titre personnel. Oui. Donc, ils lui doivent tous quelque chose et ils savent que... Donc, ils vont lui rendre service. Donc c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Alors c'est l'homme de la situation. Alors Monsieur Lamy, bienvenue au club. On va vous observer. À une différence près, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours pris les plans les plus brutaux, et particulièrement lors de la crise argentine, vu qu'à travers la revue que je dirige, Perspective Libre, on avait interrogé Monsieur Lavagna, qui est l'homme qui a sauvé l'Argentine. Qui a sauvé l'Argentine. Qui l'a dévalué. C'est lui qui a eu le courage mais on de voit ce qui se passe en ce moment, pardonnez-moi, oui, je pense qu'ils vont replonger à nouveau dans quelques mois. Il a pu refaire un cycle positif de près d'une dizaine d'années en dévaluant. Engraisser les Américains, on est d'accord. C'était soit ça, soit les gens se battaient pour bouffer, ça c'était pas sa faute. Non mais on est d'accord. Le principe fondamentalement, c'est que les Américains ont imposé le dollar comme monnaie de référence au peso. Bien sûr, c'est juste une parenthèse. Oui, nous sommes entièrement d'accord. C'est comment les Américains détruisent un pays. Oui, tout à fait. C'est là où je voulais en venir. Et l'ami a fait partie des hommes qui ont menacé Lavagna en son temps. Voilà, c'est intéressant. Parce que... Française, voilà. Vous avez Monsieur Lamy qui arrive, là il y aura du sport. Et c'est là où il peut avoir une ruse de l'histoire. L'ami est quelqu'un qui est habitué à faire des programmes d'ajustement structurel. Peut-être qu'il va se révéler, peut-être qu'il aura une révélation. Non, mais les grands mystiques chrétiens. Surtout, il sera pour la première fois en face d'une population. S'il vient... Oui, il ne sait pas ce que c'est, lui, la population. Non. Il n'a jamais pris le RER. Il a fait des plans d'ajustement structurel, autrement dit des plans d'austérité, il faut appeler les choses comme elles sont, pour des pays en développement depuis son bureau à l'OMC. On n'est pas du tout face à quelqu'un qui, en tant que ministre, est obligé de temps en temps de se retrouver en face du populo. Et je sais que ça gêne énormément M. Moscovici qui a demandé à partir à Bruxelles, et que ça gêne énormément M. Payon. M. Moscovici, le plus grand menteur qu'on a eu en tant que ministre. Et il part lui, il part pour Bruxelles, comme Payon d'ailleurs. Non, mais c'est extraordinaire le nombre de menteurs qu'on a eu au ministère des Finances. C'est invraisemblable. C'est le poste où il mente le plus, vous avez remarqué. Oui, regardez, on va prendre un exemple. Ils n'ont pas le choix. Non, mais cher Pierre, on va prendre un exemple très simple. Vous imaginez Monsieur Moscovici arriver à la télévision et dire « Bon, on va être très simple, chers amis, les agences de notation disent qu'on est surendetté, donc on va devoir vendre les bijoux de famille qui ne rapporteront rien, qui étaient des trucs rentables, mais qui une fois vendus ne rapporteront plus rien. C'était à vous, ce ne le sera plus. Et nous, on est obligé de les vendre, et on va les vendre à qui? À des fonds de pension américains, alors que les États-Unis, si la France est endettée, eux sont en cessation de paiement.
eux, ils ne vendent pas. Est-ce que vous voyez un ministre faire ça? C'est-à-dire avouer Pourtant, ce qu'on c'est ce qu'ils appelle... auraient dû faire en 2008. Oui, c'est ce qu'on appelle la théorie des caisses vides. Hein, C'est-à-dire, Churchill avait bien fait son fameux discours. Hein. Oui, mais là c'est un type anthropologique différent. Mais aujourd'hui, c'est une guerre financière. On est exactement dans la même situation. Vous êtes d'accord avec moi? Très clairement. Hein, très clairement. Alors, juste pour conclure, parce qu'on a un dernier sujet à aborder, parce que manifestement, elle vous tenait à cœur, c'est l'élection de Madame Hidalgo, que Éric Zemmour, justement, a présenté comme le triomphe du boboïsme parisien, où les classes moyennes ont été forcées à partir très très loin en banlieue, et donc il ne reste plus que des assistés, et des très très assistés, et des très très riches à Paris. Tout à fait. Sociologiquement, c'est un peu... non, mais il y a ça. En groupe électoraux majoritaire, malheureusement, c'est ça. Alors, votre analyse de c'est très simple. Nathalie c'est très simple. Le gâteau bobo était un tout petit peu trop gros. Parce que elles se sont battues pour le même électorat. D'accord. Elles se sont battues pour le même électorat, alors que Nathalie Kosciusko-Morizet, si elle avait fait une enquête sociologique de base sur la sociologie parisienne, elle saurait qu'il y a 3 arrondissements parisiens, dont 2 majeurs, qui sont structurellement à droite et dans lesquels il faut aller chercher les abstentionnistes. C'est le haut du 15e arrondissement, le bas du 15e arrondissement est lui structurellement à droite, très peu d'abstentionnisme mais beaucoup de vote Front National. Le 16e arrondissement, public de la Manif pour tous, et le 7e arrondissement, qui est un petit arrondissement. Sainte-Clotilde. Voilà, mais qui est un arrondissement avec un vote catholique fort, mais qui est un petit arrondissement. Nathalie Kosciusko-Morizet, en insultant le public de la Manif pour tous, et je le dis d'autant plus que moi, la Manif pour tous, j'y étais pas. Oui, c'est-à-dire, en fait, elle s'était mis une balle dans la tête. Voilà, alors que... Pour une polytechnicienne, c'est quand même étonnant. Alors que, par une petite enquête, j'ai retrouvé les tweets d'Anne Hidalgo au moment de la Manif pour tous. Elle ne les insulte jamais. Elle n'est pas stupide. Elle préfère qu'ils aillent voter pour Valéran de Saint-Just, Front National, pour les listes de M. Becbédé, ou qu'ils n'aillent pas voter du tout pour sanctionner l'UMP. Elle n'a pas fait la bêtise de les insulter pour se les dresser contre elle. D'accord, on comprend mieux. Voilà. Elle a été intelligente. Nathalie Kosciusko-Morizet, au lieu de parler au pari populaire et aux valeurs du pari, au pari de droite qui était son électorat naturel, elle a pensé qu'il fallait qu'elle drague les bobos et qu'elle laisse M. Becbédé se rallier à elle au 2e tour. Eh bien, moralité, je crois qu'elle a pris 9 points dans la vue. Tant mieux, elle ne les a pas volés, parce que Paris est sociologiquement hostile à l'électorat populaire, parce que vous l'avez très bien dit, c'est une part d'assistés, une part de bobos, mais que le seul moyen de battre Hidalgo, qui fondamentalement ne fait que tirer les traites de Delanoë, c'était de faire appel au reste de l'électorat populaire travaillant de Paris, c'est-à-dire ceux plus à l'électorat catholique. 19e, 20e aussi. Oui. C'est-à-dire ceux qui ont voté soit Front National, soit ceux qui ont été à la Manif pour tous. Elle aurait pu prendre 3-4 points et avoir une autre dynamique. Elle ne l'a pas fait. Elle a préféré les insulter. Ces gens-là se sont dit, bobo pour bobo, ben autant prendre une bobo qui a de l'expérience. Laissons Hidalgo. Et d'ailleurs, je le dis sincèrement, moi je ne suis pas électeur à Paris. Et je le dis sincèrement, de vivre sous l'empire d'Anne Hidalgo, sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait ni chaud ni froid. L'UMP a vu, maintenant, que la logique centriste européiste qui est la sienne est une logique suicidaire, parce qu'au jeu du gâteau à bobos, les bobos sont des gens qui votent écolo, qui, pour les plus rebelles d'entre eux, votent Front de gauche, mais qui sont dans le giron du Parti socialiste, et qui y resteront. Tenter d'essayer de les amadouer, comme Sarkozy a voulu le faire à une époque, ça ne sert à rien, parce que ce sont des gens intelligents, tout à fait respectables, absolument pas un discours contre eux, ils votent avec leur pouvoir d'achat. Ce en quoi ça fait des gens... ce en quoi ils ont raison. Et tenter de leur dire qu'on ferait plus qu'Hidalgo en boboïsme, ce qui était la stratégie d'NKM,
avec en plus une haine sociale, si vous voulez, je crois qu'elle s'est fait prendre en photo à côté de clochards à leur offrir des clopes. Pathétique. Pathétique. Si vous voulez, je dirais pas, je sais pas si ça a été fait exprès. Je dirais pas ce que importe. j'en pense, mais ça passerait sous le coup de la loi. Non, mais voilà, peu vous importe. comprenez. Voilà, elle a pas très bien. C'est vrai qu'elle a pris son passeport pour aller dans le 19e. Voilà, voilà, tout à fait. Il y a des défaites qui se méritent. Voilà. Écoutez, alors sur cette conclusion, Pierre-Yves Rougeron, merci beaucoup. Merci, cher Pierre. Alors, donc, chers spectateurs, eh bien, lisez Enquête sur la loi du 3 janvier. C'est très important pour comprendre ce qui se passe en ce moment, parce que vous avez vu, les politiques refusent de voir que la dette absolument abyssale due à la loi du 3 janvier est en train d'entraîner le pays dans le vide. Et comme les révolutionnaires qui s'envoient les uns les autres à la guillotine, ils s'accusent mutuellement sans voir que c'est justement la dette qui tue le pays. Merci à vous, à bientôt.